L'histoire elle commence vraiment loin parce que nos parents, Pierre il est né le 28 août, moi le 2 septembre, puis nos parents se sont rencontrés à l'hôpital, dans les couloirs. Donc on est nés, 5 jours de différence. Puis après ça, on a commencé à jouer au hockey organisé à l'âge de 5-6 ans. Puis on a commencé à jouer dans les mêmes équipes, puis on a grandi. Depuis l'âge de 5-6 ans, je pense que je connais vraiment Pierre. On se côtoie un et l'autre. Puis à l'âge de 12-13 ans, son frère, il est arrivé avec une Porsche rouge. Puis on est en haut des escaliers où ce que Pierre restait, c'est la rue La Tulipe. Puis mon Pierre, il dit, moi, je vais en avoir une un jour, une Porsche. Il dit, voyons, à l'âge de 12-13 ans, je te le souhaite, le gros, là, mais rêve pas. Mais justement, à l'âge de 18 ans, Pierre, il est arrivé chez eux avec sa Porsche blanche, une 944, une Porsche, puis il avait réalisé son rêve. Pierre, il avait des buts, il voulait acheter une maison à ses parents. Lorsqu'il a eu les moyens d'acheter une maison à ses parents, il a acheté une maison à ses parents. Puis, on était des rêveurs à l'âge de 10, 11, 12 ans, mais Pierre, il savait en maudit qu'il était pour atteindre son but même à jeune âge. Pierre, il avait 14 ans, puis il jouait dans la Ligue, il jouait dans les Stallels de Rouen. Puis il jouait en grande finale, le match numéro 7 contre les Apollos de Val-d'Or. Puis il y avait l'aréna, il y avait 1500 personnes à peu près, mais je pense que ce match-là, il y avait 3000 personnes. C'était vraiment pacté. Il y avait 3-4 rangées de monde alentour de l'aréna. Puis Pierre, nous, on avait 14 ans, il jouait contre des 17-18 ans. Puis déjà là, tu le voyais que c'était un joueur extraordinaire, mais je me toujours m'en rappeler. Il avait remporté la grande finale, puis Pierre il avait contribué assez fort, merci. Pierre, c'est un phénomène de nature. Dans le temps, là, il était à l'âge de 12 ans, quand on jouait dans la petite ligue, là, il mesurait 6 pieds, 180 livres. Puis moi, je pense que je mesurais 5 pieds 7, 117 livres. Puis c'était un phénomène à l'âge de Pee Wee Bantam. Il était vraiment là, au-dessus de tout le monde. Puis après ça, j'ai commencé à graduer. Graduellement, j'ai commencé à le dépasser. Aujourd'hui, je mesure 6 pieds 4, 240 livres. Pierre, il est encore à 6 pieds. Puis je pense qu'il est proche de 210 livres, je pense. Donc, il a toujours été plus grand que les autres, puis sa force est encore plus phénoménale. Dans tous ces domaines, Pierre était déterminé. On appelle ça une tête de cochon, là. C'était vraiment, il faisait tout à son possible pour réussir. Si on allait courir, s'entraîner, on faisait 5000 ou 5 kilomètres. Lui, il voulait en faire 6, il voulait en faire 7. Il voulait toujours faire des extras que les autres ne faisaient pas. Puis, il était vraiment... je me rappelle au baseball, on a joué au baseball ensemble, puis à l'âge de 12 ans, lui, il était couché il se couchait dans le dugout, puis il jouait avec ses petits autos. Puis ses chums, ils riaient de lui, mais ils riaient pas trop de lui parce qu'il était à 2 pieds de plus que les autres. Puis lorsqu'il riait de lui, là, il arrivait au bâton, puis il disait aux autres, vous rirez pas de moi, là. Puis il faisait des circuits, il faisait des affaires extraordinaires, mais je me rappelle toujours que Pierre, c'était vraiment une tête de cochon, puis il faisait tout à son possible pour réussir. Pierre, c'est un joueur déterminé. C'est une personne, comme je disais tantôt, avec une tête de cochon, avec un trait de caractère extraordinaire. Puis, quand tu avais Pierre Turgeon dans ton équipe, mais tu avais une maudite chance de gagner, que ce soit au baseball ou au hockey, tu avais une chance de gagner de tous les matchs qu'on jouait. Pierre, il était, même à l'âge de 7, 8, 10 ans, c'était un joueur phénoménal. On avait besoin d'un but, que l'entraîneur lui disait, vas-y. Puis on pouvait se fier sur Pierre. Puis, même à l'âge de 10 ans, les entraîneurs, les spectateurs pouvaient dire que Pierre Turgeon était pour être une vedette dans la Ligue nationale. C'était comment fort qu'il était physiquement, mais surtout son talent. On pouvait déterminer à jeune âge qu'il était pour faire une belle carrière dans la Ligue nationale. Ça prend de la chance parce que nous autres, en 1969, on était une bonne batch. On avait Éric Desjardins qui a eu une belle carrière, une très longue carrière dans la Ligue nationale. Avant André Rasco qui a gagné la Coupe Stanley avec les Canadiens en 93. Moi et Pierre, on a grandi ensemble. On était des joueurs ordinaires, à part que Pierre qui était un joueur exceptionnel. On a grandi ensemble, on se poussait, on jouait à l'extérieur au ball hockey, street hockey, on a grandi ensemble, on a joué au baseball, au championnat canadien. À Vancouver, on était 4 lanceurs. Il y avait moi, Éric, André et Pierre. Donc, puis un jour, on s'est retrouvés les 4 dans la Ligue nationale. Puis aujourd'hui, on reflète comment on a eu la chance d'avoir les 4 joueurs de Rouyn-Noranda, d'avoir joué dans la Ligue nationale et avoir accompli des belles affaires. On était à l'âge atome. On a eu une saison parfaite. On a eu 49 victoires, 0 défaite, une nulle. Puis il y avait moi, Éric Desjardins, André Rasco et Pierre Turgeon. Puis on avait remporté le championnat québécois normandin, je pense, au lac Saint-Jean. Puis on a commencé de même, nous autres. On a grandi ensemble, les 4.
On a eu des belles carrières professionnelles, mais je me rappelle toujours qu'on jouait au hockey ensemble, on jouait au hockey à l'extérieur d'un parc, on jouait à l'aréna ensemble, puis on a toujours eu une affiliation de même les quatre. Puis c'est spécial que des joueurs de Rouen, on n'a pas beaucoup, mais quand même, on peut se tenir, puis on est très fiers d'avoir évolué dans la Ligue nationale les quatre. Toute ma carrière, j'ai eu la chance. Mon premier gilet de hockey, c'était Wayne Gretzky. Puis c'est sûr, mon idole d'enfance, c'était Wayne Gretzky. Mais j'ai eu la chance, moi, de côtoyer les Turgeons, ça fait des années. Puis mon première vedette que j'ai côtoyée physiquement, c'était c'est Sylvain Turgeon, le frère à Pierre, lorsqu'il jouait pour les Hartford Whalers. Puis ensuite, quand on a continué à évoluer, moi puis Pierre, je l'admirais, la manière qu'il se comportait, la manière qu'il jouait. Puis lorsque je suis devenu professionnel, mes chums me demandaient, ou des journalistes, c'est qui ton idole d'enfance ou c'est qui ton idole aujourd'hui? Puis moi, je disais, Wayne Gretzky, je voulais faire comme tous les autres, mais dans le fond, c'était Pierre Turgeon. C'était mon chum, c'était mon frère, c'était une personne que j'admirais. Puis encore aujourd'hui, à 46 ans, je dis encore, c'est Pierre Turgeon. Depuis l'âge que je me rappelle, que Pierre, c'était mon idole, puis c'est encore mon idole aujourd'hui. Je pense que Pierre, c'était comme du vin, du bon vin. Il s'est assagi, mais il a toujours été sage, il a toujours été simple, il a toujours été structuré. À l'âge de 12 ans, son agent, c'était Pierre Lacroix, à cause de Sylvain. Donc, Pierre Lacroix, il avait vraiment un côté business, de s'occuper de son argent. Même à 12 ans, Pierre n'avait pas un salaire, mais il avait toujours eu la structure qui a intégrée dans sa vie, puis il a eu des bons contrats, Pierre, mais il a toujours été simple, structuré, puis c'est vraiment un modèle. Pour moi, c'était vraiment un modèle. Moi et Pierre, il achetait un Suburban, j'ai acheté un Suburban. Il achetait une Mercedes, j'ai acheté la plus petite Mercedes. Il jouait avec des Victoriaville, j'ai commencé à jouer avec des Victoriaville. Quand tu dis c'était mon idole, j'essayais de marcher dans ses souliers, dans ses pas, mais dans un style différent. Moi, il fallait que je me batte pour atteindre mon but. Mais Pierre, ça a toujours été une bonne influence dans ma carrière et dans ma vie personnelle. Le feeling, la première fois que j'ai vu Pierre jouer, c'était à Buffalo. Moi, j'étais dans le junior pour les Olympiques de Hull. Puis de voir mon grand chum de jouer à 18 ans pour les Sabres de Buffalo, c'était une fierté pour moi d'avoir mon chum, puis de regarder, de le voir au Hockey Night in Canada, puis de le voir à la télévision jouer contre les Canadiens. Puis c'est une fierté. Toute ma carrière, toute ma vie, moi, mon chum Pierre Turgeon, c'est une fierté. Mais je me rappelle la première fois que j'ai joué contre lui, je jouais pour les Flames de Calgary, puis une loi non écrite, t'es pas supposé de te parler puis de te côtoyer pendant les matchs, c'est sûr. Mais on se faisait des clins d'œil. Il y avait une loi écrite que je me battrais jamais contre mon chum, mais de jouer un contre l'autre, c'était spécial la première fois qu'on a joué un contre l'autre. Pierre, il faisait tout, même lorsqu'on a joué ensemble pour les Blues de Saint-Louis. C'est là que j'étais chambreur avec lui, puis j'ai réalisé comment il était dédié, comment il était concentré dans sa carrière. Il amenait ses barres de granola, il amenait ses barres de chocolat. Il fallait qu'il mange ses barres de granola, ses barres de Powerade. Il y avait son petit kit qu'il faisait, qu'à 8h30 à tous les soirs, il fallait qu'il le prenne. Il était vraiment discipliné. Il fallait qu'il se couche à 9h16, il se couchait à 9h16. Puis sur la route, quand on jouait, il demandait des haltères à l'autre équipe, puis il faisait des squats. Puis il était dans une bonne passe, il était superstitieux aussi. Il faisait il fallait qu'il en fasse 16, admettons, à 6h15. Il en faisait 16 à 6h15. Il était vraiment isolé. Il faisait vraiment ses choses à part. Puis il était un des joueurs les plus successful que je connais. Mais il était vraiment discipliné à l'extérieur des autres. Pierre, il a eu une carrière extraordinaire. Puis on était là, nous autres, c'est chums, puis on regardait ça. Puis je sais pas, ses statistiques, il fini avec 1200 ou 1300 points. Puis il a compté des buts extraordinaires dans la saison régulière, dans les séries. Mais mon moment, moi, que je me souviens, que c'est lorsqu'il s'est fait échanger pour les Blues de Saint-Louis. Lorsque Pierre est arrivé, puis j'avais la chance de jouer avec, de le côtoyer, d'être chambreur. Puis même, on jouait même sur le même trio. Moi, Pierre, puis Brett Hall, on a joué une coupe de game ensemble. Donc, sur ce côté-là, professionnel, c'était le fait, quand on a pu jouer professionnellement ensemble. Pierre était facile, très, très facile. Plus facile que je pensais parce que j'ai toujours eu l'image que Pierre, pas un égocentrique, mais c'est un gars qui était vraiment structuré. Mais
Si on voulait aller voir des films, on allait voir des films. Si on allait souper, on était toujours les 6 gars ensemble qu'on allait souper au Root Chris. Puis on jouait toujours au jeu de la credit card. Puis je me rappelle, j'ai perdu, je pense, 6 voyages en ligne. On était avec Craig Conroy, Scott Pellerin, on était John Casey, le gardien de but. Mais Pierre, c'était une personne très simple, plus simple que je pensais que. Mais lorsque c'était le temps d'aller se coucher à 10h15, la télévision était fermée, les lumières étaient fermées, puis il fallait se concentrer pour le match du lendemain. Pierre, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur accompli qui a fait au-dessus de 1300 points dans sa carrière, je pense. Mais il y avait toujours une petite. Moi, en étant que son chum, tout le monde venait me parler. Moi, j'écoutais. J'écoutais les émissions de Don Cherry. Puis tout le monde disait que Pierre, c'était un joueur qui était soft. Il se faisait échanger parce qu'il était soft. Puis moi, ça me faisait mal parce que moi, je connais mon chum qui était. C'est un guerrier, c'est un fou, c'est un gars qui était prêt à payer le prix pour atteindre son but, puis d'entendre des mauvaises langues toute sa carrière, puis d'accomplir 1300 points. Plein de monde qui vont dire qu'il ne sera jamais dans le temps de la renommée parce qu'il n'a jamais gagné la Coupe Stanley. Moi, ça me faisait mal d'entendre ça. Puis aujourd'hui, on est indifférent, mais à 46 ans, d'entendre des mauvaises langues, je trouvais ça ordinaire. Mais Pierre, c'est un Lady Byng, il a gagné le trophée, puis c'est une fierté. Mais il y a des joueurs extraordinaires qui accumulaient des punitions, puis c'est des joueurs qui étaient vraiment durs, mais qui ont gagné le Lady Byng. Mais à côté de ça, moi, j'ai joué contre Pierre lorsque j'étais pour les Sharks de San Jose. Il s'est fait casser la mâchoire, puis il était sur le bureau, sur sa table d'opération, puis il restait 10 minutes, puis les Blues, ils perdaient. Puis il restait 10 minutes. Puis lorsque le docteur lui a annoncé qu'il ne jouerait plus le reste du match, qu'il avait mon mâchoire cassé, il y avait des stitches partout, qu'il était en train de l'opérer. Pierre, il a tout arraché, puis il est allé jouer sur la glace. Il dit, il n'y en a pas un dans la salle qui va m'arrêter pour aller jouer, pour aller finir le match. Il a embarqué sur la glace, il a gagné le face-off. Les Blues ils ont taillé la game. Puis en overtime, c'est Pierre qui a fait le jeu encore. Donc, c'est tous des signes que le monde ne voyait pas, puis que nous autres, ses chums, ses coéquipiers, on a vu ça toute notre carrière, que Pierre, c'est un guerrier. Même s'il a gagné le Lady Byng en étant un joueur soft, nous, on le connaît, qui était vraiment... c'est un guerrier qui se battait, qui croyait pas en la violence, mais qui était prêt à faire n'importe quoi pour remporter un match. Pierre, c'est un joueur très respecté dans la Ligue. C'est un des joueurs les plus respectés. Il était toujours à son affaire, il disait jamais un mot, il était toujours prêt. C'est sûr qu'il a connu des mauvais matchs, mais tu ne connais pas beaucoup de matchs, des mauvais matchs en faisant 1300 points en carrière, en ayant un point par match dans les séries. Puis, non, Pierre, justement, c'est un exemple. Qu'est-ce que c'est faire, être un professionnel, comment se comporter sur la glace et à l'extérieur de la glace.